Si l'urgence, on l'a bien compris, pour la France est de trouver un budget pour 2026, il va quand même falloir se demander comment est-ce qu'on peut sortir de cette croissance molle, léthargique et anémique qui nous plombe. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous rappelez justement dans votre dernière chronique que si la France avait connu une croissance à l'américaine depuis la sortie du Covid, on ne serait pas en train d'ergoter, de pinailler, de se fâcher sur des mesures à l'Assemblée à quelques centaines de millions d'euros, que ce soit sur les recettes ou les dépenses. Et oui, parce que vous avez dans votre présentation, vous avez séparé les deux choses, hein, le budget et la croissance. Mais les deux choses sont intimement liées. D'ailleurs, quand on a commencé à calculer le produit intérieur brut, hein, on n'appelait pas ça encore sous ce nom-là il y a 3 siècles, hein, parce que ces réflexions-là, elles ont commencé il y a 3 siècles. Vous savez pourquoi les premières tentatives de mesurer la production d'un pays, pourquoi on les a faites? Pour avoir des recettes fiscales derrière. Pour calculer la base taxable. C'était le cas au Royaume-Uni et en France, hein, Colbert en France notamment, pour savoir combien on allait pouvoir prendre d'impôts. Donc il y a un lien très très fort entre la production de richesse d'une année et le budget qu'on peut mettre derrière. Et en France, donc, on se bat hein, pour 500 millions, 1 milliard, vous allez en parler tout à l'heure dans les séquences suivantes. Mais si on regarde la masse sur laquelle on prend ces impôts, ben, cette masse en France, elle progresse extraordinairement lentement parce que la croissance est extraordinairement lente hein, depuis l'avant-Covid. Hein, si on prend depuis fin 2019, la France, sa production a progressé de 5%. Aux États-Unis, c'est 15%. Hein, donc si on met des chiffres derrière, si la France avait connu une croissance à l'américaine, la production aurait été supérieure de 300 milliards d'euros et serait aujourd'hui supérieure de 300 milliards d'euros. Vous prenez un taux de prélèvement de 45% hein, en calculant à minima, parce que les rendements sont généralement progressifs ça fait au moins 120 milliards, en comptant vraiment à minima. 40%. Donc 120 milliards d'euros de quoi? De recettes de plus pour l'État et la protection sociale. Le déficit budgétaire alors? Si, parce qu'en fait, on aurait dépensé davantage, évidemment. Mais on aurait même une situation qui serait infiniment moins critique que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ne oubliez totalement de parler de la base sur laquelle on prélève les impôts quand on fixe le montant des impôts. Ça me paraît même dommageable. Alors, évidemment, à court terme, c'est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Le budget, il faut le boucler l'an prochain, on va pas pour l'an prochain, et ce qui va être produit cette année, on ne va pas le faire bouger d'un coup de baguette magique. Mais il faudrait tout de même se poser la question, y compris quand on décide des impôts, de comment préserver, comment maximiser les chances d'une croissance future. Ouais, après, Jean-Marc, ok pour se comparer aux Américains, mais si on regardait, l'Europe au global croît plus lentement que l'Amérique, et on a des exemples de pays européens qui vraiment vont plus vite que nous en termes d'activité. Alors, on a des pays, si on regarde hein, depuis l'avant-Covid, hein, donc on a des pays qui font pire que la France, hein, c'est notamment les pays industrialisés. Donc vous avez le Japon, loin de nous, et beaucoup plus proche de nous, l'Allemagne, hein, année zéro, hein, sur 6 ans pratiquement, et puis la République tchèque, un pays qui est aussi très, très industrialisé. Donc, OK, mais si vous regardez la moyenne de la zone euro, elle est supérieure à la moyenne française, et vous avez des pays qui ne sont pas très éloignés de nous, qui font nettement mieux. L'Espagne, elle a fait 10%, les Pays-Bas et la Belgique, ils ont fait 9%. Si la France avait avancé au rythme belge, hein, on aime bien en France se moquer des Belges, si la France, sur les 5 dernières années, avait progressé au rythme belge, eh bien sa production serait supérieure aujourd'hui de 120 milliards. C'est pas, encore une fois, on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est dans des grandeurs tout à fait significatives et qui changeraient de manière importante la configuration budgétaire actuelle du pays. Donc plus de croissance, on l'a dit, c'est plus de recettes fiscales, donc moins de déficit, sauf que la croissance, pardon, c'est pas à vous que je vais la prendre, Jean-Marc, ça ne se décrète pas comme ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne se fait pas sur un coup de baguette magique, mais on sait même assez précisément les deux choses qui permettent d'avoir plus de croissance. La première, c'est d'avoir plus de travail, et la deuxième, c'est de mieux travailler, hein, et donc de faire de la productivité. Ouais, alors pardon, Jean-Marc, travailler plus, on a vu ce que ça donne sur les retraites, sur l'âge légal
légale de départ. Les Français veulent qu'on revienne à Ouais. 62 ans. Vous avez vu le débat et le pataquès sur la suppression des jours fériés. Oui, bien sûr. Oui, alors on entend souvent dire les Français n'ont plus le goût du travail, les jeunes, ils veulent plus travailler, etc. J'ai beaucoup aimé un discours que j'ai retrouvé qui est celui de Michel Debré. Michel Debré, c'était le premier ministre. Le premier ministre de la Ve République, et dans son premier discours de politique générale, il évoque précisément ça. Il disait... On entend affirmer encore que le français a perdu le goût du travail. On est en 1959, donc il y a près de 70 ans. De tels propos ne datent pas d'aujourd'hui, constatait déjà Michel Debré. Déjà à l'époque. On les tenait avant 1939 pour justifier la résignation devant l'hitlérisme et le fascisme. Ouais. On les a tenus au cours des années récentes pour excuser les défaillances des institutions. Toute ressemblance avec la période actuelle, sur les deux points, excusez-moi, n'est peut-être pas totalement fortuite. Le goût du travail, le fait que les Français veulent travailler, refusent l'idée de travailler davantage, c'est parce qu'on est dans une mécanique aujourd'hui, c'est pas une mécanique immémoriale, de toute éternité ou quelque chose qui ne peut pas changer. C'est parce qu'on est dans une mécanique aujourd'hui où ça se passe comme ça. Mais ça peut changer. Ça peut changer avec un environnement politique différent. Ça peut changer aussi avec un environnement managérial différent. On sait bien qu'il y a des indicateurs de qualité du management qui montrent qu'en France, en moyenne, dans les entreprises, on a un management qui n'est pas d'extrêmement bonne qualité. Ça peut s'améliorer, ça peut se travailler pour donner envie aux gens de travailler. Donc c'est quoi la recette, pour booster notre croissance? On est à un petit 1%, un moins de croissance en France. Comment est-ce qu'on fait pour booster? Donc c'est travailler plus, travailler mieux, mais si on doit le décliner concrètement. De donner envie de travailler. Donc, en France, on a, dans beaucoup d'entreprises, on a un management de petits chefs. Pas faux. Ça se mesure. Ça se mesure quand on a des comparaisons internationales, avec des choses arbitraires. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très, très compliquées à changer. Alors, ça ne se fait pas instantanément, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an. Mais si on veut le faire, on peut le faire. Donc, il y a vraiment sur cette dimension-là, il y a plein d'actions à faire. Donc ça, c'est pour la quantité de travail, et c'est vraiment le levier qu'on peut activer le plus vite. Et quand on fait des comparaisons, encore une fois, quand on compare la France à d'autres pays, on voit bien que, en moyenne, on entre plus tard dans la vie active. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire qui ne sont pas très compliquées, mais pour arranger un peu ça? Donc on part plus tôt, ça, on a vu que c'était compliqué. Mais on sait, même dans ces départs plus tôt, on sait qu'on a des choses sur lesquelles on peut travailler. Les carrières longues, le dispositif actuel des carrières longues, il favorise en fait des gens qui ont... initialement, ce dispositif, il bénéficiait à des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, comme apprenti à 14-15 ans. Aujourd'hui, il suffit d'avoir travaillé un trimestre avant 20 ans pour bénéficier du dispositif carrière longue. Les retraités, les gens qui prennent leur retraite avec ce dispositif ont aujourd'hui une pension de retraite qui dépasse de près d'un tiers la pension moyenne. Donc, et ils ont une espérance de vie qui n'est pas inférieure à ceux qui n'ont pas fait une carrière longue. Ce qui était le cas au dispositif initial, mais dans le dispositif tel qu'il a été réaménagé il y a une quinzaine d'années, ça n'est plus le cas. Donc on voit clairement qu'on a des choses à faire. Alors, sans parler forcément d'âge pivot, sans parler... il y a des actions à mener pour qu'un certain nombre de gens puissent travailler davantage sans que ça ait des conséquences sur leur espérance de vie et leur qualité d'existence. Donc voilà, il y a d'un côté la quantité de travail et puis de l'autre, il y a la qualité du travail, de travailler mieux. Et là aussi, on sait que les chantiers, ils abondent, il y a plein de choses à faire. On sait qu'en France, on a même un problème de relation entre l'école et l'entreprise, depuis tout petit, mais jusqu'à l'université. On sait bien qu'on a un problème d'articulation entre recherche publique et recherche privée. Les chantiers, ils sont innombrables si on veut s'y attaquer. La question, c'est savoir, est-ce qu'on veut s'y attaquer aujourd'hui? Les députés aujourd'hui
ne semble pas avoir la moindre idée que oui, on reboucle avec le budget. Sujet à traiter. Ben oui, oui, ben oui. Alors c'est normal, hein, parce que l'Assemblée nationale, enfin, la démocratie parlementaire, elle a été créée au départ pour contrôler les dépenses de l'État. Et donc le vote du budget, c'est un acte politique par excellence, et c'est tout à fait normal que les députés passent beaucoup de temps à travailler là-dessus et qu'ils le fassent en leur âme et conscience. Mais il n'y a pas que ça. Et si on veut pouvoir desserrer un tout petit peu la contrainte budgétaire, il faut absolument rouvrir les yeux sur comment avoir une croissance un peu plus soutenue dans les prochaines années. 90% des Français, 90% estiment que notre pays est en déclin, sondage Ipsos. Donc non, on n'est quand même pas condamné au déclin. Le déclin, alors oui, c'est une impression qui est très forte actuellement. Moi, je pense qu'on a aussi une peur du déclassement qui est très très prégnante. J'avais écrit un livre il y a déjà 15 ans là-dessus, mais cette peur est très puissante. Quand on regarde le rang de la France, moi j'ai regardé, pour faire ma chronique, je me suis demandé, j'avais cette impression-là aussi, j'ai regardé le rang de la France parmi les 190 nations qui sont, sont suivies par le FMI. Le PIB par tête, non Non. Non. Si on regarde la France, si on regarde au sein des 190 pays pour lesquels le FMI publie des chiffres, la France est aujourd'hui au 29e rang. Pourtant, on est la 6e puissance économique du monde. Il y a 10 ans, elle était au même rang, et il y a 20 ans, elle était au même rang. Idem, hein, 28e, 29e. Pourtant, on est la 6e puissance économique du monde. Si vous regardez, ben oui, mais vous avez des pays vous avez un ou deux pays qui ont progressé très vite. Mais si on regarde par rapport à l'ensemble de la planète, évidemment, si vous parlez de la Chine, ben évidemment, la croissance française a été nettement inférieure par la croissance chinoise. Et donc, il y a des rangs qui ont changé. Mais si vous regardez par rapport à l'ensemble de la planète, la France, elle est toujours autour du 30e rang. Et si vous regardez au sein de l'Union européenne, moi j'étais persuadé avant de regarder les chiffres, c'est les chiffres de PIB par tête à parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus de ce que vivent les gens. J'étais persuadé que la France avait reculé au sein de l'Union européenne. Elle a le même rang qu'il y a 10 ans, elle a le même rang qu'il y a 20 ans, elle est 9e. Donc il y a un décalage, il y a une perception, un décalage de perception avec les... On a une perception qui est très mauvaise, et je pense que cette perception vient, entre autres, ou peut-être d'abord, du fait que l'horizon est bouché. Et donc quand vous avez un horizon qui est bouché, vous ne voyez pas où on va, et vous avez l'impression qu'on ne va pas pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, je crois, qu'on est très très nombreux à ressentir, hélas, dans ce pays aujourd'hui. Ouais. Sauf qu'à court terme, on finit là-dessus, et j'ai envie de vous entendre, l'urgence, on sent bien, c'est d'essayer de boucler un budget, c'est pour ça que ça bosse beaucoup à l'Assemblée, oui. Même s'il est mauvais, même s'il est truffé de hausses d'impôts, même si, il faut un budget à tout prix. Il vaut mieux... un mauvais budget que pas de budget. Si on n'a pas de budget, de toute façon, on a des moyens de reconduire le budget de l'année précédente. Et donc, c'est le non-choix absolu. Voilà. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il ne faut pas un non-choix absolu que des mauvais choix ? Oui, c'est ma question. Ça, il faudra voir le résultat des courses, on n'y est pas encore. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.